Tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du CX Summit. Cette fois, on va parler d'expérience client différenciante grâce aux collaborateurs. C'est vrai qu'au départ, on avait parlé d'émotions, de gestion des émotions, mais c'est vrai que la gestion des émotions, c'est qu'un élément. Si on n'a pas en fait la globalité de l'engagement des collaborateurs, c'est vrai que la gestion de l'émotion ne suffira pas. Et c'est pour ça en fait qu'on a deux super invités aujourd'hui. Et je suis vraiment très content de vous recevoir ce matin. On a échangé avec grand plaisir avec toi et Agnès sur cette partie engagement. Et je trouve que la Maïf, pour moi, est vraiment un exemple emblématique et une entreprise emblématique sur le sujet. Et qu'à chaque fois, quand on parle d'engagement, on parle de gestion des émotions, on parle de marques vraiment qui fait la différence et qui font la différence, et ben en fait le nom de la Maïf sort tout le temps. Donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir et montrer en fait ce que vous faites en interne, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très bien et qui devrait être pris en exemple dans d'autres entreprises. Et à côté, j'aurai le plaisir aussi de recevoir Marie-Louis, parce que la marque est une des références, et vous êtes d'ailleurs un prestataire pour la Maïf. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, bien sûr. Donc, Sébastien Coulme, moi je suis responsable d'un centre de gestion, un centre de règlement des sinistres à Paris. Le centre comprend 70 collaborateurs, donc et 5 managers. Et on traite principalement les sinistres automobiles, habitation et accidents corporels. Voilà. Principalement les dossiers compris entre 30 000 et 400 000 euros. Ouais, donc plutôt des dossiers assez importants, assez sensibles. Exactement. À traiter. Non, parfait. Et ça fait combien de temps que tu travailles à Maïf? Moi, ça fait 22 ans maintenant que je travaille à la Maïf. Ah oui. Donc, longue carrière à la Maïf. Ouais. Alors, je te laisse te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore donc, la marque. Et donc Marie-Louis Julien, effectivement délégué général de la marque, l'association pour le management de la réclamation client. Et nous, notre ambition un peu folle a été de pouvoir capitaliser sur principalement ce qu'on appelle feedback client négatif, les réclamations, au motif qu'une réclamation à laquelle on répond, c'est de la courtoisie. Et quand on commence à l'utiliser, à l'exploiter, c'est peut-être le premier degré d'intelligence. Et donc notre fameux slogan « Transformer le pépin en pépite ». Et j'espère que nos amis de la Maïf ne voient sûrement pas comme des prestataires, mais bien comme des partenaires, parce que nous sommes une association. Et donc la Maïf a ses sociétaires, nous avons des adhérents, et la marque est composée d'adhérents et formée de ces adhérents. Voilà mon cher. C'est très vrai. Pour cette petite reprise de volée en introduction. Chaque mot a un sens. Alors justement, quelle est la place de l'engagement des collaborateurs à la Maïf dans cette différenciation et cet aspect un petit peu unique sur le marché? La place, elle est centrale. On part du principe qu'un collaborateur, un gestionnaire, là pour ma part, un gestionnaire épanoui va être un gestionnaire engagé. Et on a à la Maïf ce qu'on appelle un quadriptyque. C'est un peu notre boussole interne, notre boussole de pilotage. Ce quadriptyque, il comprend 4 piliers principaux. Donc on a la satisfaction des clients qu'on appelle nous sociétaires, satisfaction des sociétaires. On a la performance économique. On a le bien commun, donc tout ce qu'on peut faire d'un point de vue environnemental ou sociétal. Et puis on a évidemment donc l'épanouissement des collaborateurs. Donc l'épanouissement du collaborateur est un des piliers de notre boussole de pilotage. L'idée, c'est que ces 4 piliers interagissent les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent les uns les autres. Un collaborateur qui va être épanoui, donc qui va être engagé, va pouvoir sans doute ajouter un supplément d'âme dans le traitement des dossiers de ses sociétaires, puisqu'il va, toutes les petites épines qu'il pourrait avoir, on va essayer de lui enlever pour qu'il soit le plus épanoui possible, et qu'il apporte un service client de qualité. Si le service client est de qualité, le sociétaire sera très satisfait. Si le sociétaire est très satisfait, ça va booster notre performance économique, puisque forcément, ils vont être fidélisés, ils vont rester fidèles à la Maïf. Donc toutes ces piliers se nourrissent les uns les autres, et c'est pour ça que c'est vraiment notre stratégie on va dire de les nourrir. Après, en fonction du contexte économique, en fonction du plan stratégique de l'entreprise, on peut pousser plus ou moins un curseur, mais on n'en laisse jamais un de côté. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un point que tu disais lors de la préparation, c'est que prendre soin des collaborateurs, ça veut dire qu'ils vont prendre soin des adhérents. Ça, c'est quelque chose qui est important. Exactement, oui, ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est exactement ça. C'est le manager, par exemple, de proximité va apporter une attention sincère à son collaborateur. Et par symétrie, en symétrie, le collaborateur va apporter une attention sincère au sociétaire. C'est-à-dire qu'il va le choyer, il va faire en sorte de répondre à son besoin, à tous ses besoins, de la même façon que nos managers vont essayer de répondre à tous les besoins de ses collaborateurs, de façon à ce que ils montrent en quelque sorte l'exemple dans le traitement d'une situation.
Ouais, et pour ça, il faut justement avoir des collaborateurs engagés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et essayer de faire le meilleur pour les clients. Et comment justement vous faites, vous, à la Maïf, et comment vous faites pour que ça fasse vraiment une expérience différenciante et qu'on se dise à chaque fois, tiens, la référence, c'est la Maïf. Alors, comment est-ce qu'on engage nos collaborateurs? Alors, c'est pas simple, hein. Moi, je vois 3 choses principales. La première, c'est porter le sens. Je vais y revenir après, porter le sens. La deuxième, c'est considérer nos collaborateurs comme des individus, pas comme une ressource. Et puis, le troisième point, qui est notamment post-Covid, qui est important, qui est créer un environnement de travail épanouissant et une organisation de temps de travail également qui va en faveur de l'équilibre vie privée-vie pro. Alors, si je reprends ces 3 points, porter le sens, porter le sens, c'est une des missions du manager de proximité. Et c'est quelquefois celle qu'on oublie le plus, parce que on est le nez dans le guidon, on est dans le pilotage de nos dossiers, et on peut oublier de rattacher une action que fait un gestionnaire à une mission plus grande, au plan stratégique notamment. Et donc, alors comment est-ce qu'on arrive à porter le sens? Par exemple, là, le contexte économique est particulier et on doit travailler sur nos recours, les recours qu'on fait contre les responsables d'accidents, par exemple. Donc, pour donner le sens à tout cela, on a créé un cook d'acculturation économique pour nos gestionnaires, de façon à ce qu'ils sachent ce qu'est un compte de résultat, un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat net de recours. Et de façon à ce que ensuite, munis de ces connaissances-là, ils comprennent en quoi est-ce que dans les prochaines années, mobiliser leurs forces sur les recours, c'est important. Donc ça, c'est un exemple de, on porte le sens là sur la nécessité de faire des recours compte tenu du contexte économique. Un autre exemple, on a fait un cook climatique et un cook environnement récemment, aussi pour appuyer un petit peu, enfin même beaucoup, sur la nécessité de pousser en réparation carrosserie les pièces de réemploi, c'est-à-dire les pièces d'occasion qui, une fois qu'elles sont traitées, elles sont comme neuves en fait. Pour éviter la surconsommation de pièces, voilà, on va porter le sens sur chaque action qu'ils vont faire au quotidien, on va essayer de le rattacher à un axe stratégique à la mission de la Maïf. Et puis, un dernier exemple qui est important, le traitement des enquêtes à chaud. Donc, lorsqu'un sociétaire appelle un de nos gestionnaires, il peut être ensuite enquête à chaud. Et donc, le sociétaire peut être quelquefois, alors c'est rare, mais ça arrive quand même, on n'est pas parfait, il peut être insatisfait. S'il est insatisfait, on a des gestionnaires référents et on a les gestionnaires qui peuvent être la cause de l'insatisfaction quelquefois, ou enfin quelle que soit la cause d'ailleurs. Ils vont rappeler l'assuré pour traiter l'insatisfaction et faire en sorte de rattraper le coup et puis le fidéliser, vérifier qu'on s'est bien compris, qu'on ne peut pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire de plus pour lui. On essaie vraiment d'aller jusqu'au bout de la résolution de sa problématique. Et ça, on le rattache évidemment à notre stratégie, qui est la fidélisation de nos assurés. La stratégie de la Maïf, c'est vraiment de fidéliser ces assurés et de les... Voilà, on est premier au d'amélioration client depuis moultes années, on souhaite le rester. Et donc, on rattache cette nécessité de rattraper les sociétaires insatisfaits à cette stratégie de fidélisation et d'avoir une expérience client impeccable. Ouais. Alors, tu as parlé de Cook, c'est C-O-O-C. Qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde n'est pas familiarisé. Oui, c'est vrai, oui. On va dire, alors, on dit Cook, on dit Spock, on dit MOOC, en fonction du nombre d'apprenants. On va dire que c'est un e-learning, c'est un outil en ligne, un outil de formation en ligne qu'on fait devant son écran d'ordinateur, tout simplement. Ouais. Et alors, est-ce qu'ils sont obligés de les suivre? Il y a un suivi? Comment ça se passe exactement? Parce que souvent, l'e-learning, on se dit, j'ai mon travail, j'ai ça à faire, comment j'arrive à gérer ça? Justement, ça fait peut-être partie de l'engagement d'ailleurs. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on arrive à les sortir de leur flux quotidien, donc des sociétaires qui appellent, des sociétaires qui nous écrivent pour nous faire part de problématiques qu'ils ont et qu'on doit résoudre. À côté de ça, on doit libérer du temps pour... alors évidemment, il y a des réunions d'équipe, il y a des formations techniques, mais il y a également donc des cooks d'acculturation sur divers sujets stratégiques. Donc comment ça se passe? Alors on le pilote, évidemment, en général on leur donne une deadline. On évite le micromanagement où on va vraiment les planifier exactement, voilà, tu vas le faire à telle heure, à telle date.
On va plutôt leur donner la deadline, on leur donne une indication du temps que ça prend. Et puis on vérifie périodiquement, en fait, dans un tableau de bord, s'ils ont réussi, s'ils ont réalisé le cook, est-ce que leur pourcentage de réussite valide le cook, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est important. Tu parlais d'importance de la mission, du sens en fait. Il y a chez vous aussi un programme de mobilisation interne, Pégase. Ça, c'est aussi, ça montre l'importance de la mission et du rôle que doivent avoir en fait vos conseillers. Oui, c'est vrai. Le climatique, on voit l'importance qu'il a aujourd'hui. Donc, dans porter le sens, quand on a alors là, il y a une tempête de neige actuellement, j'ai l'impression. Donc, on va voir s'il va y avoir des conséquences ou pas en termes d'accidentologie. Mais disons que lorsque on voit qu'il y a un événement climatique qui va arriver ou qui est arrivé, on va prendre l'inondation par exemple. Dans ce cas-là, toute l'entreprise et toute la gestion des sinistres, y compris les entités, les centres de gestion qui ne gèrent pas ce type de sinistre d'habitude, inondation, toute l'entreprise va être mobilisée pour répondre à ce pic d'activité. Et donc là aussi, on explique le sens de la démarche. Donc il y a une forte mobilisation. Quelquefois, c'est du jour au lendemain. Nos gestionnaires peuvent être mobilisés et ils sont sur le pont à 8 heures le matin pour pouvoir répondre au maximum à nos sociétaires. Et il y a un sentiment sans doute quand on le rattache à la mission de la manif, il y a sans doute un sentiment de fierté. De répondre, de tenir la promesse qu'on a faite lorsque nos assurés ont signé un contrat. Donc oui, Pégase, qui est le nom, on va dire, du process de gestion du climatique en pic, c'est un bon exemple de l'engagement de nos collaborateurs sur une période plus ou moins longue. Ouais, c'est du volontariat, c'est une formation. Comment ça se passe? Parce que moi, je serais à la compta ou dans le back-office, c'est pas forcément mon métier. Je vais peut-être pas me porter volontaire parce que je suis pas habitué. Oui, c'est une bonne question et ça peut être d'ailleurs des freins qu'on peut avoir de nos gestionnaires à juste titre. Alors je dirais que quand il y a un événement climatique, le plus important c'est de prendre l'appel et de rassurer l'assuré, le sociétaire. Et ça, je dirais qu'avec une formation, on va dire, pas forcément experte, on peut être dans la rassurance, on peut être dans simplement je référence le dossier, je crée le dossier, j'ouvre le dossier. Rien que d'ouvrir un dossier et dire qu'on va le prendre en charge, ça va rassurer le sociétaire. Et après les déclarations une fois prises par toute cette mobilisation-là, par tout l'effectif, ensuite ces événements sont gérés par le centre de gestion qui va être compétent précisément pour ce type de sinistre-là. Donc ils vont pas forcément jusqu'au bout de la gestion, ce qui permet de leur enlever aussi une charge mentale de mais est-ce que je vais y arriver. Ouais. Il y a une chose aussi qui est également importante, c'est la reconnaissance de l'individu. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Comment ça se passe en fait? C'est vrai que dans l'engagement, j'avais cité porter le sens et j'avais également cité le fait qu'on va considérer les gestionnaires comme des individus et non pas comme une ressource. Alors ça paraît évident quand on le dit comme ça, juste d'être humain, mais au quotidien, on va le démontrer, on tente de le démontrer dans beaucoup de cas. Alors l'individualisation, ça passe comment? Ça passe déjà par la posture managériale, évidemment. Ça part d'abord du manager. Le fait qu'il va adapter son management à la personnalité du gestionnaire. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes besoins. Cette individualisation, ça va passer aussi par le développement de l'autonomie et de la responsabilité du gestionnaire. On va considérer que plus le gestionnaire va être autonome, plus on va lui donner des responsabilités épanouissantes, et plus on va en fait le considérer comme quelqu'un qui a des talents particuliers par rapport à d'autres. D'accord. Comme par exemple, on va avoir en début d'année ou en cours d'année, on va nommer des référents sur des thématiques. On parlait de Pégase. On a un référent Pégase, une référente pour le cas, une référente Pégase qui, dès lors qu'il y a un pic d'événement, un événement climatique, va communiquer elle-même auprès de ses collaborateurs, auprès de ses collègues gestionnaires. Donc c'est pas un manager, c'est vraiment un conseiller comme les autres. Exactement. C'est un gestionnaire, un conseiller, un gestionnaire qui va communiquer auprès de ses pairs sur il y a un événement qui se prépare, voici quel est le besoin de l'entreprise, il nous faut tant de personnes sur tel créneau, tant de personnes sur tel créneau, qui va aussi en fin de journée ou en fin de semaine donner un peu le bilan du nombre d'appels pris ou du nombre de dossiers enregistrés. Donc là, c'est la référente Pégase. On a des référents qualité aussi. Justement, on parlait des enquêtes à chaud. On a des référents qualité qui vont prendre les verbatims positifs des enquêtes à chaud pour pouvoir les inscrire dans le dossier du gestionnaire, de façon à ce que le gestionnaire, quand il ouvre son dossier,
informatique, il voit un sociétaire très satisfait de ta réponse. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, d'assez unique, de travailler comme cela. Voilà, on pourrait citer plein d'autres exemples on va dire, de missions qu'on donne à nos l'innovation, je crois aussi que vous travaillez dessus. Oui. Mais en fait, je sais que c'est un de mes directeurs qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, en fait, il faut que dans toutes les actions que vous réalisez ou dans toutes les choses que vous mettez en place, il faut qu'à un moment donné, votre collaborateur, il était associé à la démarche. Ça ne veut pas dire que le collaborateur, il est décisionnaire. Ça veut dire qu'il doit être associé. C'est-à-dire, soit on lui demande un avis, on brainstorm avec lui, soit on lui demande de voter, et puis on donne les règles du jeu en disant, s'il y a la majorité, on le met en place. Soit même, on lui laisse carte blanche pour créer quelque chose. Donc, peu importe le niveau d'implication du collaborateur, il faut que dans chaque décision organisationnelle ou décision qui vont l'impacter lui, il faut qu'il ait son mot à dire, qu'il soit consultatif ou qu'il soit vraiment consulté, quoi, pour le rendre. Quand on participe à quelque chose, c'est vrai qu'on est tout de suite beaucoup plus partie prenante. Parce qu'on nous l'impose, c'est tout de suite ça vient d'extérieur, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va individualiser au mieux la relation. Après, on pourrait citer aussi tout ce qui est parcours carrière, parcours de formation. On va évidemment les compétences de chacun diffèrent selon les personnes, et donc on va voir quelles sont ses velléités d'évolution professionnelle, voir quelles sont les conditions pour y arriver, et construire un parcours avec nos collègues de la direction des richesses humaines. Quel est le parcours optimal pour que ce collaborateur arrive à un moment donné à évoluer, soit sur un métier plus technique, soit un métier d'encadrement, soit complètement changer de métier. Ouais, et c'est vrai que dans cette partie individualisation et acteur, tu donnais l'exemple en fait de la réaménagement des locaux sur lesquels vous étiez les primo-accédants. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, quand on parlait de associer dans toutes les décisions qui peuvent impacter nos collaborateurs, les associer, le bon exemple, effectivement, on s'est installé donc à Châtillon il y a 3 ans de cela. Donc on arrivait dans un immeuble neuf, et on a laissé carte blanche à nos collaborateurs pour designer avec un architecte, pour designer l'aménagement des locaux. Moi, j'avais juste fixé un cadre avec ma direction qui était je veux tant de bureaux, puisque je veux tant de bureaux pour tant de collaborateurs. Je ne veux pas de bureaux individuels, parce qu'on voulait, surtout post-Covid, on voulait un peu décloisonner pour qu'il y ait un peu plus d'interaction. Puis avec le télétravail, c'est quand même bien quand on est sur site de voir les gens. Donc pas de bureau individuel. Et un budget, évidemment, le budget qui était cadré. Mais indépendamment de ce cadre-là, les gestionnaires ont pu... ça allait de combien d'espace on a besoin. Est-ce que la salle de pause, on fait 2 salles de pause petites, un pour chaque secteur d'activité, habitation, automobile par exemple, ou est-ce qu'on fait une grande salle de pause? Est-ce qu'on fait une salle dite zen pour la micro-sieste d'après le déjeuner par exemple, parce que 10 minutes de micro-sieste, ça permet d'être quelquefois beaucoup plus performant après. Est-ce qu'on, de quelle couleur est-ce qu'on met le papier peint ou le canapé de la salle de pause? Est-ce qu'on veut des bureaux qui soient, dans lesquels on a telle box, de telle couleur, C'était vraiment très détaillé. Je crois aussi que vous faites un travail sur l'individualisation au niveau de l'accueil et du recrutement. C'est pas juste, tu réponds à une offre d'embauche, tu as un entretien. Tu as vraiment un onboarding process qui est même de pré-boarding. Oui. C'est la fameuse première bonne impression. Comment est-ce qu'on fait une première bonne impression, sachant qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, qui est quand même tendu, disons quand je recrute, notamment sur Paris, ça peut être compliqué de recruter. Même quand on est manif, ça peut être compliqué de recruter. Du coup, le rapport de force s'est un peu inversé. On va être... forcément, quand on va recevoir des candidats, on va être très attaché à leurs propres besoins. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, les questions qui nous sont posées sont complètement différentes d'avant. Alors, il y a toujours des questions sur c'est quoi le type de management, est-ce que je serai formé, est-ce que le manager va me suivre, il va me faire des feedbacks. Mais il y a aussi des questions plus prosaïques, telles que
est-ce que je peux partir à 16 heures? Quelles sont les contraintes en termes de présence sur site? Est-ce que je peux télétravailler? Au bout de combien de temps? Combien de jours par semaine? Ou combien de jours par mois? Voilà, combien j'ai de jours de congé par an, etc. Donc ça, c'est vraiment accentué post-Covid, notamment le télétravail, hein, et d'une façon générale, comment est-ce que j'arrive à avoir une activité et une organisation de temps de travail qui va équilibrer parfaitement ma vie privée de ma vie professionnelle. Et donc, on a de la chance, enfin j'ai de la chance quand je recrute, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites à la Maïf par rapport à ça, et donc je peux les mettre en avant. Mais chaque besoin des personnes potentiellement intéressées pour venir à la Maïf vont être très différents les uns des autres, hein. Je peux, quand je fais un recrutement où je reçois deux, trois personnes dans l'après-midi, on va avoir des besoins complètement différents, et donc il s'agit d'arriver à répondre à un maximum de besoins, quitte à aménager un petit peu nos process. Ouais, ça, il y a le pré-boarding aussi que j'avais bien aimé, c'était faire en sorte que quand la personne, en fait, elle a signé son contrat, avant qu'elle arrive, il y a un email qui est envoyé, il renvoie des documents, donc c'est-à-dire ils sont déjà intégrés à l'entreprise avant même d'arriver. Et l'onboarding, c'est quand, en fait, on arrive, tout est prêt. Toi, tu insistes pour que les collègues soient là, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, pré-boarding. Enfin, c'est important, en fait, parce qu'après l'entretien de recrutement et après l'appel où on dit, écoutez, vous nous avez séduit et c'est bon, vous nous rejoignez dès les 1er décembre. Mm-hmm. Il peut se passer 3-4 semaines, voire 2 mois, hein, en fonction d'un préavis ou autre, avant qu'il rejoigne l'entreprise. Et c'est important pendant cette période-là de garder le contact, de garder le lien. Donc on a un outil qui permet de communiquer, de transmettre des documents, il nous les renvoie, etc. Mais d'une façon générale, moi j'aime bien envoyer des mails en disant voilà, hâte de vous retrouver le 1er décembre. Pour information, déjà voici ce qu'on appelle un trombinoscope, en gros voilà le fichier avec les visages de tous les collègues, tous les futurs collègues. C'est toujours sympa. On envoie aussi, avant son arrivée, son emploi du temps pour les semaines à venir, avec son planning de formation. Ça lui permet de se projeter aussi dedans. Notre service formation communique avec ce nouvel employé avant même qu'il soit arrivé, aussi pour lui donner quelques indications. Donc ça, c'est tout ce qui est pré-boarding. On essaie de garder ce lien-là. Et puis après, oui, effectivement, l'onboarding, donc la partie qui est les jours qui suivent l'arrivée effective du collaborateur. Donc oui, alors je demande, mais bon, c'est plutôt un plaisir pour les gens en général qui se retrouvent, mais à ce que tout le monde soit là, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité. Hein, c'est parce que je recrute un gestionnaire en habitation que les collègues du secteur automobile ne vont pas venir, ils vont tous venir pour un petit déjeuner d'accueil, voilà, pour une petite remise d'un petit mug ou des petits présents comme ça. Et puis tout un planning où il va aller rencontrer tous ses collègues en côte à côte afin de découvrir un peu tous les métiers qui existent dans le centre de gestion de façon à ce qu'il ait une connaissance fine de son environnement. Et puis après, son programme de formation, c'est vrai c'est un programme de formation qui est quand même très complet et on attache une importance très particulière à la formation de nos collaborateurs avec une semaine de formation, plusieurs semaines sur site pour appliquer ce qu'il vient d'apprendre, pour retourner en sa formation, voilà, et ça sur une période de 3, 4, 5 mois selon les spécialités qu'il va gérer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un point qui est également important, tu as dit, c'est l'important en fait des collègues. Ça aussi, tu m'as dit, il y a le management, mais les collègues, c'est essentiel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, je disais, pour susciter l'engagement, le manager, c'est un poste clé. Mais les collègues entre eux aussi peuvent on va dire, s'engager les uns les autres. Alors moi, quand je recrute quelqu'un, il y a une chose que je demande, que je dis très rapidement dans les exigences que j'ai, ça va être sa place dans le collectif et le fait que je souhaite que le nouveau collaborateur ait l'esprit d'équipe, l'esprit collectif. Et ça passe, ça paraît bizarre de le dire, mais ça passe par le bonjour du matin. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient sur site et qu'on est pressé d'être à son poste pour travailler, quelquefois, quand les locaux sont grands, on peut quelquefois avoir un peu la flemme de faire tout le tour systématiquement. Et ce que je leur dis, c'est qu'il y a toujours un moment donné dans la matinée, soit en arrivant, soit au moment de la pause, soit à un moment donné où il faut aussi respirer, de faire le tour, de prendre le soin de faire le tour et d'aller au contact des personnes, notamment des nouvelles recrues aussi. Et les nouvelles recrues elles-mêmes doivent faire le tour. Donc ça, c'est plutôt normal. Et puis, on va aussi, ce qui va sans doute générer un engagement et un sentiment d'appartenance et une fierté d'appartenance, ça va être des missions qui vont se confier eux-mêmes. Alors,
J'ai plusieurs exemples en tête. Bon, déjà, il y a un truc qui est sympa, un peu léger, qui est, on a un pôle événementiel. En gros, on a une équipe de gestionnaires qui s'occupe de tout ce qui est événementiel. Donc, ils ont un petit budget. Et récemment, ils nous ont organisé un week-end à Séville, par exemple. Wow. Voilà. Et puis, je crois que c'est en décembre. Alors moi, j'y vais pas, mais c'est prévu. En décembre, il y a une soirée au Crazy Horse. Voilà. Donc ça, c'est les à côté pour souder le collectif et se retrouver. Et ça, c'est très bien que ça vienne justement des gestionnaires et pas tout le temps de l'encadrement. Exactement. Mais c'est vrai que le truc important aussi, c'est le feedback. On Oui. m'a dit que ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident, mais qui permet aussi d'avoir plus d'engagement des collaborateurs. Oui. C'est-à-dire que, voilà, de façon un peu plus opérationnelle, un peu plus sérieuse, je dirais, il y a le feedback. Le feedback aujourd'hui, c'est le rôle du manager. Pour la plupart des gestionnaires, c'est le manager qui fait des feedbacks aux gestionnaires. Et donc, on a mis en place, mais j'avoue que c'est compliqué à mettre en place parce que c'est pas dans la culture. Ouais. On a mis en place des formations au feedback, mais entre pairs, de façon à ce qu'un gestionnaire puisse faire un feedback à un autre gestionnaire. Voire même le gestionnaire puisse faire un feedback à son manager sur tiens, tu as animé la réunion, voilà ce que j'ai aimé, c'était vraiment très sympa, le sujet m'intéressait, en plus c'est toujours drôle quand tu animes, on passe un bon moment. Par contre, tu es très technique sur ce volet-là et moi j'ai eu du mal à suivre, donc peut-être si tu peux être un peu moins technique la prochaine fois. Donc ça, c'est un peu l'intention qu'on a. Bon, la réalité, c'est que c'est compliqué à mettre en place. Donc, on a trouvé d'autres systèmes pour qu'ils aient des feedbacks entre eux. On a deux choses. On a déjà ce qu'on appelle les écoutes émotions. Donc, avec un outil, on peut réécouter des appels pour travailler sur est-ce qu'on a bien détecté l'émotion de notre assuré, est-ce qu'on a bien répondu à son émotion. Ouais. Et ça, comme c'est quelque chose qui est un sujet qui peut être un peu sensible, à parler des émotions, on propose aux gestionnaires de faire cette écoute d'un de leurs appels avec un collègue à eux, sans manager. Ouais. Et c'est le collègue qui va débriefer, lui, comment est-ce qu'il a ressenti l'appel. Oui, je trouve que tu as bien détecté, on va dire, la peur du sociétaire suite à l'incendie qu'il a subi, et tu as bien réussi à le rassurer. Peut-être là, à la fin, je l'ai senti inquiet sur le niveau d'indemnisation, et là, peut-être que tu aurais pu, voilà. Et donc ça fonctionne bien. Et puis, autre point qu'on fait également, ce qu'on appelle les regards croisés, où là, tout collaborateur peut demander à un collègue son avis, ce qu'il pense de nous en tant que gestionnaire. Ouais, pour son entretien annuel, par exemple. Voilà, exactement, pour l'entretien individuel, pour le préparer. Et là, c'est pareil, c'est hors management. Alors, le collaborateur peut demander à un manager qui n'est pas le sien ou à n'importe quelle personne avec qui il travaille, avoir un retour sur notamment sur son savoir-être, et ce qui permet quand même d'avoir un développement des compétences douces de nos collaborateurs qui sont accélérées. Ouais, c'est vrai. Alors le dernier point, c'est aussi le feedback des clients. C'est vrai que comme vous utilisez Eloquent pour les enquêtes de satisfaction, on a co-développé ensemble le module félicitations, qui est un principe assez simple. C'est la personne qui laisse un avis lors d'une enquête de satisfaction. Elle peut ensuite, optionnellement, envoyer une félicitation à son agent, mais pas dire une félicitation à la Maïf, mais donner une félicitation à la personne, genre bonjour, j'ai bien aimé votre truc, ou vous étiez un petit peu enrhumé ou des choses comme ça. Ça, est-ce que ça a un impact aussi sur l'engagement des collabs ? Oui, sans aucun doute. Quand on reçoit un feedback de son manager, on est content. Quand on reçoit un feedback du sociétaire pour qui on a mouillé la chemise, à qui on a essayé vraiment de rendre le meilleur service et qu'il nous dit en retour « j'ai été extrêmement satisfait de votre appel et je vous félicite par rapport au travail que vous avez fait », c'est sûr que ça doit faire plaisir. Moi, pour ma part, quand j'étais gestionnaire, ça n'existait pas encore. Donc, je ne les ai pas eu de cette façon-là. Donc oui, et puis on a un taux alors on a de la chance d'avoir un taux d'excellence très haut. Ouais. Mais ce module félicitations, ça rajoute quelque chose en plus, puisque effectivement, c'est pas un avis sur le dossier, c'est un avis vraiment sur le savoir-être de la personne. Exactement. Et voilà, ça, c'est sûr que quand on reçoit, je crois que ça doit être 60%, parce qu'ils peuvent choisir d'envoyer une félicitation ou non. Même s'ils sont extrêmement satisfaits, ils peuvent dire je ne félicite pas parce que pour d'autres raisons. Voilà. Ça n'a pas été exceptionnel. Juste j'ai pas envie de cliquer. Il y a 60%, c'est ça Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est énorme. Mais je pense que c'est lié à la culture d'entreprise. Ça fait une bonne transition avec toi, Marie-Louis. Justement, pourquoi la culture d'entreprise forte permet justement d'avoir une meilleure expérience client. On avait vu l'année dernière avec Christophe Benavent l'étude. Est-ce sur justement cet aspect culture d'entreprise, sur l'impact de l'engagement des collaborateurs et la facilité d'anticiper l'avenir. Est-ce qu'il y a des infos depuis sur cette étude-là ?
Effectivement, on a réédité l'étude et elle confirme vraiment grosso modo ce qu'on a pu partager l'année dernière. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise qui se soucie effectivement de ses clients a forcément une valeur en plus, une plus-value pour les collaborateurs. Le mot que tu évoquais tout à l'heure, Sébastien, je vais pas dire qu'il est le bon dans le sens où j'ai pas de bons points à donner ou pas, mais c'est la notion de fierté. Je pense que c'est... je sais pas si on arrive vraiment à mesurer à quel point le fait d'être fier dans une entreprise va effectivement décupler l'engagement. Et je pense qu'effectivement, être aujourd'hui dans une entreprise dont les collaborateurs vont pouvoir constater qu'elle est réellement à l'affût de satisfaire, et dans certains cas justement d'aller resatisfaire le client, le sociétaire, quand on n'a pas été à la hauteur, là je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui va favoriser l'engagement par la fierté. Et ce qu'on avait effectivement pu constater et partager ici même les dernières avec notre ami Benavent de Dauphine, dans le cadre de notre étude sur le climat de la relation client qui avait réuni un peu plus de 1000 personnes, et qui est confirmée cette année, c'est que les entreprises dont les collaborateurs disent « mon entreprise est totalement orientée client », alors ces mêmes collaborateurs disent être beaucoup plus imperméables à la montée en pression de la relation, du climat de la relation client. Donc en gros, plus on va s'occuper du client, plus les collaborateurs vont identifier qu'on s'occupe du client ou du sociétaire, et plus ces derniers justement se sentiront dans de bonnes conditions pour pouvoir apporter cette satisfaction. Et puis il y a un autre point aussi, alors du coup je crois qu'il y a un petit caporal corse qui disait que la meilleure rhétorique était effectivement la répétition, donc je vais revenir avec un slide. Alors si je vais dans le bon sens, qui est effectivement celui-là que j'ai peut-être partagé ici au cours d'une précédente édition, qui est effectivement 99% de clients satisfaits, c'est peut-être là notre problème. Pourquoi ? Parce qu'à force finalement que nos organisations, que nos marques vivent justement ce 100% de satisfaits, cette excellence en tout et pour tout, en fait finalement les collaborateurs vont se rendre compte que l'excellence n'étant pas de ce monde, finalement, chaque insatisfaction, chaque aspérité, chaque irritant qui va être vécu par le client et qui va être remonté à travers une réclamation sera finalement pour le collaborateur sa propre incapacité finalement à avoir satisfait et le client et finalement l'objectif de l'entreprise. Et ce que nous disent deux chercheurs, que sont Daniel Ray et William Savak-Badi, c'est qu'il existe aujourd'hui deux types d'orientation et de culture client, et j'espère que je répondrai à ta question en cela. L'une qui est effectivement sur la notion de l'excellence client. Alors j'ai compris que tout à l'heure on parlait d'excellence opérationnelle, je crois. Et puis il y a aussi l'orientation réclamation. Et effectivement, l'orientation réclamation client, et qui est en cela... un des vents qui souffle dans les voiles d'entreprises comme Amazon, mais aussi comme la Maïf, qui est finalement de se dire notre organisation va essayer de se saisir de chaque insatisfaction pour pouvoir améliorer. Mais on sait qu'elle n'est finalement qu'un geste, dans ce qu'appelait Nicolas Deschamps à l'époque, qui était le patron de Nespresso, c'était la quête du geste parfait. On sait qu'on n'y arrivera sans doute pas à cette perfection, mais on va essayer d'y tendre, et du coup de faire en sorte que chaque insatisfaction soit identifiée, soit traitée, mis au service de l'ensemble de l'organisation pour qu'on n'ait pas à le reproduire. Et finalement, on voit cette notion d'orientation-réclamation, elle est extrêmement profitable aux collaborateurs dans leur engagement de par la fierté qu'elle va générer. Et donc c'est là où on arrive, avec les grosses mains, les potelettes de Morpheus, qui est de dire finalement, est-ce que nos entreprises doivent rester dans tout va très bien, Madame la Marquise, on a 99% de clients satisfaits, ou au contraire, est-ce qu'on doit aller se saisir de ce fameux pépin qui va nous permettre justement de le transformer en pépite? Et donc pour cela, tu m'as demandé, mon cher Frédéric, d'apporter 2-3 trucs dans ma besace. Alors là, je vais revenir cette fois-ci, ce sera sur du Audiard. Toutes ces citations à venir sont celles d'Audiard. Puisque effectivement dans le cadre de la marque, on a essayé d'identifier ce qui peut être un chemin, un parcours, un voyage vers une quête, je dis bien une quête, de l'excellence relationnelle, mais j'ai bien une quête, et modestement elle se résume en 6 points que je vais élaborer avec vous, et avec des petites citations qui j'espère vous feront sourire. Qui nous rappelleront des films. Bons souvenirs, donc là effectivement c'est Tonton Flingueur avec l'ami Blier, et puis donc il y a cette fameuse expression, les cons ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Alors pourquoi mettre cette citation avec la notion de prendre en considération la satisfaction? Parce que le but, c'est de savoir de quoi on parle. Et quand on a cette définition d'Audiard qui est assez truculente, les cons, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est finalement de définir les choses. Et là, en gros, Audiard donne une définition du con. Dans le cadre de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle une réclamation. Et je pense qu'autour de cette table, on aurait probablement peut-être autant de définitions de la réclamation. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition, si encore on faisait allusion à nos films, mais c'est de savoir de quoi parle-t-on dans nos entreprises. Alors l'avantage, quand tu es dans l'univers de la mutuelle ou de l'assurance, c'est que la CPR étant passée par là, on est censé avoir plus ou moins une définition un petit peu normative dans ces secteurs d'activité.
Mais on se rend compte qu'il y a des entreprises dans lesquelles on va avoir autant de définitions que de collaborateurs. Et à partir du moment où on ne sait pas de quoi on parle, il va être difficile de pouvoir harmoniser, de pouvoir converger sur justement cette exploitation des réclamations. Et le fait qu'une entreprise finalement définisse ce qu'est une réclamation, elle donne finalement la possibilité à l'ensemble des collaborateurs d'être beaucoup plus relax pour remonter ces réclamations, puisque vu que ça a été défini, la réclamation est identifiée, elle est connue, elle est définie d'une manière corporelle, donc on reconnaît finalement la réclamation et donc on va lui donner le droit de citer. Et on va éviter un phénomène assez naturel, qui est quand on veut tirer à boulet rouge sur un sujet, de manière assez naturelle, on va la cacher, on va la masquer et on sait que la réclamation, c'est un petit peu le phénomène du ballon de baudruche ou de l'incendie, c'est-à-dire que l'allumette, vous pouvez l'éteindre avec 2 doigts dans les premières secondes, et puis si vous ne bougez pas, en l'espace de quelques minutes, quelques heures, c'est effectivement un incendie. Donc voilà, de définir ce qu'est la réclamation, c'est un moyen à l'égard des collaborateurs, de favoriser probablement la remontée. Favoriser la remontée des collaborateurs, et puis aussi favoriser l'expression de l'insatisfaction. Alors là, je ne sais plus ce que j'avais pris. Parler au con, ça les instruit. Autre citation d'Audiard, et elle est vraie, cette citation. C'est-à-dire que si on se met dans la place de nos entreprises, finalement, nous, on a vraiment tout intérêt, justement, de ne pas être le con. C'est-à-dire que si je fais tout en sorte que les clients ne s'adressent pas à moi parce qu'ils me prennent pour des cons, là, je me rends compte que je me mets un peu dans cette situation problématique. C'est-à-dire que nous, entreprises, on a tout intérêt, effectivement, à ce que les collaborateurs nous fassent confiance, nous prennent pas pour ces cons et nous donnent, finalement, les difficultés, une fois de plus, qu'on leur fait vivre, qu'ils subissent ou qu'on leur fait subir, puisque derrière, justement, il y a une capacité à améliorer le dispositif, notre communication, nos services. Et donc, l'exemple, c'était pas le call center éphémère de Saint-Gobain ? Alors, tu peux avoir effectivement le call center éphémère de Saint-Gobain, ou tu peux avoir effectivement des appels sortants qui vont avoir pour objectif d'identifier ce qui fonctionne pas, mais peut-être de manière extrêmement basique. Des enquêtes de SAT, on en a un peu de partout. Combien d'entreprises vont réellement utiliser les notes de satisfaction, par exemple, de leur clients, de leurs sociétaires, en disant tiens, celui-là il m'a mis un 4, il m'a mis un 3, il m'a mis un 5, on a de la bande passante, on va le rappeler pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a rencontré comme incident, pour pouvoir effectivement faire en sorte de fixer la situation du sociétaire ou du client, et puis éviter peut-être que ce qu'on lui a donné à vivre ou à subir, peut-être ne se reproduise pas pour les autres clients. Et cette démarche proactive, pareil, elle est, je pense, elle peut être un moyen pour les collaborateurs également de pouvoir éprouver que la réclamation, elle n'est pas prise en compte uniquement finalement quand elle arrive, et il faut bien qu'on en fasse quelque chose, mais mon entreprise est dans une quête, pour reprendre toujours cette expression d'Arnaud Deschamps, dans la quête du geste parfait, et donc c'est aussi de se donner les moyens d'aller saisir un téléphone, peut-être pour savoir ce qui ne va pas de manière un peu aléatoire, et puis aussi de dire on a des enquêtes de satisfaction, certaines fois on ne sait plus quoi faire de nos data, et du coup là on va aller effectivement chercher la réclamation pour la fixer et l'utiliser. Alors c'était quoi le call center éphémère de Saint-Gobain ? Alors le call center éphémère de Saint-Gobain, si tu souhaites en parler, effectivement, c'est assez simple, ils avaient mis en place 40 téléphones dans une grande salle, et ils avaient invité donc 40 représentants de l'entreprise. C'était pour toute la zone sud-ouest de Saint-Gobain. Donc il y avait donc le DG régional, il y avait des personnes de l'accueil, de la compta, de la compliance, legacy, tout ce que vous voulez, marketing, même des marketeurs ont pu parler des clients, on sait dire. Et donc en fait, il y avait 40 téléphones, il y avait une base de données de 1000 clients qui n'avaient pas consommé du Saint-Gobain sur les 12 derniers mois. Et donc ces 40 personnes avaient pour mission d'appeler un maximum de ces clients à travers un numéro de téléphone. Et ils amorçaient leur échange en disant « Nous n'avons pas eu le plaisir de vous accueillir au cours des 12 derniers mois. Qu'aurions-nous pu faire pour que vous nous renouveliez votre confiance ?» Et à ce moment-là, effectivement, il y avait des personnes qui avaient pu mettre en rideau leur activité professionnelle dans le cadre du B2B. Et puis, dans certains cas, il y avait un point qui les avait vraiment marqués et ça les avait sensibilisés par la suite aux signaux faibles, notamment pas mal d'artisans qui venaient faire leurs courses, si j'ose dire, dans le cadre de ces magasins. Et puis, il y avait une référence qui avait été retirée, une petite référence à 5 €. Donc, en gros, c'est vraiment pas cher. Mais la personne, oui, est-ce que vous pourriez remettre la référence ? Attends, pour 5 €, tu vas pas m'embêter. Et puis, finalement, la personne était obligée de finir son plein de courses. Ailleurs. Le plein de courses qui fait 100 000 € quand même tous les mois. Pour aller acheter sa petite référence à 5 € dans le magasin voisin, mais concurrent. Et puis finalement, vous imaginez bien ce qui s'est passé. Tout le panier de courses des 100 000 € mensuels se déportait chez le concurrent. Et puis à la fin de l'année, on avait un chiffre d'affaires qui avait plus tout à fait la même physionomie. Et donc voilà, d'aller traquer la réclamation, ça effectivement c'était quelque chose d'assez intéressant mis en place chez Saint-Gobain. Et donc voilà, comment favoriser l'expression de l'insatisfaction ? Une autre, garantir un accueil par les personnes compétentes. Là j'ai repris l'expression, les impôts, c'est comme les conneries, on finit toujours par les payer. C'est-à-dire qu'effectivement la réclamation, à partir du moment où elle s'exprime,
franchement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a intérêt de s'en saisir le plus vite. Et ça requiert, et on revient sur les points qu'évoquait très justement Sébastien tout à l'heure, c'est l'autonomie et la responsabilisation. C'est comment moi je mets réellement en capacité finalement les collaborateurs qui représentent ma marque, avec mes clients, avec mes sociétaires qui sont certaines fois très loin de mes radars, pour pouvoir fixer, régler effectivement le problème au plus vite. Et là, on va arriver rapidement sur des questions notamment de délégation. Voilà, avec comment je mets une enveloppe budgétaire à discrétion des collaborateurs. Souvent, on ne le fait pas pour des raisons de manque de confiance. Alors, c'est merveilleux parce qu'on recrute des collaborateurs à qui on va dénier la confiance. Alors qu'en fait, a priori, si on les recrute, c'est qu'il y a un minimum de confiance. Il y a aussi peut-être des systèmes de contrôle. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte dans le cadre d'un secteur bancaire, en l'occurrence, il s'est rendu compte que donner une autonomie de 50 € sur chaque insatisfaction que pouvait exprimer un client au guichet, ils avaient pu, à partir de ce moment-là, régler 80% des réclamations au premier contact. Et donc là, si on en revient sur la notion de fierté, le collaborateur éprouve qu'on lui fait confiance, le client éprouve lui-même qu'il est mis entre les mains de personnes à qui l'entreprise fait confiance. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on est aussi dans une logique de performance économique, c'est ce qui surprendra personne autour de la table. C'est un des 4 piliers de la Maïf, c'est la pérennité finalement d'un modèle, des jobs et des missions que sont les nôtres. On se rend compte que là aussi, on est encore dans une fierté du collaborateur et donc viser finalement la satisfaction du client qui vient pour pouvoir régler son problème au premier contact. Ça a une incidence très forte sur le collaborateur à nouveau et sur la performance au niveau du global. Haute citation d'Audiard, apporter des réponses satisfaisantes. 1 minute d'écart, ça peut se transformer en année de placard. J'ai envie de dire presque tout est dit, mais c'est surtout de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Je crois qu'effectivement, quand on est notamment dans une situation d'endroit sinistré, on a un sinistre. Le fait de savoir que le dossier est ouvert, mais qu'en plus il va y avoir un suivi, on va me donner de la visibilité, ça c'est quelque chose qu'avait mis en place Covea, et je crois que j'avais eu l'occasion d'en parler avec vous l'année dernière. C'était notamment d'informer le client au fur et à mesure, et surtout de pouvoir lui donner une deadline. Souvent, la difficulté dans l'univers, c'est ce qu'on croit constater dans l'univers des mutuelles, en tout cas de l'assurance, c'est de se dire, je ne sais pas où en est mon dossier. Et du coup, on va recontacter effectivement le gestionnaire quand on a les coordonnées. Et là, ce qu'avait mis en place Covea, c'était dès l'accusé réception de pouvoir résumer en 2 lignes, de manière extrêmement réduite, le fait que l'entreprise avait compris la situation du sociétaire, de pouvoir lui donner un délai de réponse, de pouvoir mettre l'identité de la personne qui allait suivre. Donc là, on est également dans la personnalisation et en plus les coordonnées directes téléphoniques. Et là, on voit bien que là encore, les collaborateurs, il y avait aussi une fierté qui est de dire mon entreprise ne se cache pas. Et il y avait aussi une fierté qui n'était pas non plus menacée parce que réellement l'entreprise donnait aux collaborateurs les moyens de pouvoir répondre. Donc ils savaient qu'il n'allait pas être harcelé, qu'il n'allait pas être démonté par le client ou le sociétaire. Et donc voilà, c'est donner de la visibilité, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Je pense que c'est un gros basique, mais je pense que c'est un basique qui fait pas de mal. Et puis donner le pouvoir aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par certaines fois des budgets discrétionnaires. Je sais qu'il y a des entreprises, au-delà de toutes les délégations, on va donner une enveloppe qui peut monter à plusieurs milliers d'euros dans certaines activités, qui est complètement à la discrétion du collaborateur. Et au-delà de toutes les délégations, le collaborateur, dans l'année, va pouvoir taper sur 6-10 000 euros, qui pourra abonder à toutes les situations qui vont de compte. Et on voit bien qu'à la base, c'est de permettre de satisfaire le client, mais ça va passer, puisque je crois que ça reste la question, qui est de dire quel est l'incident sur le collaborateur pour pouvoir l'engager, la fierté. Du sens à son métier, de l'autonomie. La notion du sens, exactement. Ok. Il y en a plus que 2, je vous rassure, on arrive bientôt à la fin. Mesurez votre satisfaction suite aux réponses. Alors, si la connerie se mesurait, tu servirais de maître étalon, on t'exposerait à Sèvres. Ça, c'est l'expression, je crois que c'est dans le CAF, ce rebif. Voilà, c'est vrai que nous, dans l'univers de la relation client, on mesure tout. Pour autant, certaines fois, on se demande réellement ce qu'on mesure. Je vais pas dénoncer, mais revenir sur le grand classique, c'est un gros NPS égale à une bonne REM. Il y a une marque japonaise, Toyota pour ne pas la citer, qui il y a quelques années avait décidé de coter le lien entre le NPS et les bonus de rémunération, notamment auprès des commerciaux. Et ce qu'ils ont constaté dans les 12 mois qui ont suivi, c'est tout d'abord une baisse significative de la satisfaction des clients en concession. Pourquoi ? Finalement, le commerciaux se disait j'ai plus besoin de gruger, donc j'ai plus besoin d'offrir des tapis si vous mettez 10 sur le NPS. Donc ça se tasse. Moi, c'est pas que ça se tasse, ça baisse significativement, mais la bonne nouvelle et l'espérance là-dedans, c'est qu'au bout des 12 mois, le niveau du NPS est arrivé à un niveau supérieur au niveau où on était en gruge organisée. Donc, ce qui veut dire quoi ? Que quand on arrive effectivement à redonner
non pas du sens, parce que là l'idée c'était moins de donner du sens que d'éviter de le biaiser. En tout cas, quand on revient à des vrais indicateurs qui ne sont pas biaisés, on revient à des indicateurs qui sont sensés, qui sont cohérents, qui sont utiles et sur lesquels nos directions peuvent prendre de bonnes décisions, parce qu'on va partir sur des décisions de la vie réelle et pas de la vie telle qu'on veut la fantasmer pour avoir des rêves. Et donc voilà, de revenir au sens, et un mot qui a été utilisé tout à l'heure dans le témoignage de Sébastien, c'est finalement le pourquoi effectivement on mesure, et peut-être que certaines fois juste le fait de rappeler des sociétaires, des adhérents qui sont pas satisfaits, ça donne déjà du sens et une utilité à la mesure. Et puis le dernier point, s'améliorer grâce au feedback. Oui. C'est également comment, et c'est ce qui est évoqué tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'en gros, donner de la visibilité aux uns aux autres, permettre aux uns et aux autres dans l'entreprise de pouvoir agir sur la réclamation, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on évoquait Nicolas tout à l'heure dans les coursives de Nicolas Courgeot qui était dans la relation client, et à une occasion on échangeait, il y a plusieurs années, ça a probablement bougé depuis, et on se disait mais finalement qu'est-ce qui est fait des feedbacks des sociétaires? Et alors du coup, on a fait ça, et du coup, je lui disais, parce que je témoignais de ce qu'avait fait, mis en place une entreprise qui revenait vers les clients, en l'occurrence, en leur disant, voilà, grâce à vos réclamations, voilà ce qu'on a pu mettre en place. Et en l'occurrence, c'était une grosse marque General Mills dans l'univers agroalimentaire, donc Häagen-Dazs, changement de recette, changement gustatif, et en fait, certaines fois, les clients contactaient Häagen-Dazs, et Häagen-Dazs non seulement entendait la réclamation, répondait à la réclamation, mais ça leur arrivait même de revenir sur la recette précédente. Et donc ils recontactaient à ce moment-là le client. Et je ne sais pas si vous imaginez une grosse marque américaine qui vous dit on a entendu ce que vous nous avez dit et on est revenu sur la recette précédente. Vous dites bah ouais, ils sont pas foutus de ma gueule. J'ai le feedback client. Mais du coup, voilà, c'était de se dire comment on revient vers le client et vers le sociétaire. Et du coup, à l'époque, je ne sais pas si ça a été fait, Nicolas disait du coup, il faudrait voir effectivement comment on peut revenir vers les sociétaires pour redonner du sens également aux réclamations ou au feedback ou aux recommandations qui peuvent être faites par les clients, par les uns et par les autres. Et puis après, je pense que c'est aussi important de revenir non seulement vers les clients, mais aussi vers les collaborateurs. Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, moi, souvent, cette espèce de satisfaction en bande organisée, elle va mettre autour de la table plein de parties prenantes pour essayer d'arriver à satisfaire ou à resatisfaire in fine le sociétaire. Mais dans la vraie vie, combien de fois on va revenir vers l'ensemble de ces parties prenantes? En fait, pour leur dire, le petit kilomètre que tu as fait dans l'ensemble du marathon avec nous, voilà, ça nous a permis au final de resatisfaire le sociétaire, d'identifier quelque chose en R&D. Et voilà, et c'est vrai que souvent en termes de feedback, on est un peu pingre, on a un peu pince, d'où cette expression. Voilà, dans la vie, on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon. Et je pense que voilà, à l'inverse, c'est comment on peut effectivement faire profiter le feedback du client ou du collaborateur. Au plus grand nombre. Ouais, non, mais c'est très bien. Et moi, j'apprécie beaucoup les bonnes pratiques, les pépites qu'on transforme, les pépins qu'on transforme en pépites. Et c'est vrai que sur la marque, il y a justement un espace dédié là-dessus. Ouais. Et les derniers qui m'ont vraiment marqué, c'est l'UCPA, qui ont un programme, en fait, si une personne a eu un accident, une hospitalisation supérieure à 2 jours, en fait, ils sont rappelés ensuite automatiquement et ils prennent des nouvelles pendant plusieurs mois. Et ça s'arrête uniquement si la personne dit c'est bon, arrêtez de me rappeler. J'aimais bien aussi celle de Cégide avec la réclamation où ils ont eu un petit souci, un pic de demande et ils ont mobilisé en fait les gens pour qu'ils viennent un peu comme le programme Pégase pour aider en fait les conseillers à traiter ces demandes-là. Quand on fait cet aspect engagement, ils sont passés de 800 réclamations par jour grâce à ce dispositif. Avant c'était 300. Et le dernier Auto-Héros qui est assez sympa où il y a le happiness call entre le 7e et le 10e jour après la vente où en fait ils ont une trame de questions mais ils essayent plutôt de discuter un petit peu avec les gens pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Essayer comme ça de voir comment ça s'est passé et ils ont comme ça plus d'avis positifs et donc ils anticipent en fait les litiges. Et c'est tout à fait dans cet aspect donner du sens et on n'est pas juste dans voilà j'attends que la personne m'appelle, on est dans l'anticipation, on est vraiment dans cette gestion des émotions. Tu fais un merveilleux homme sandwich pour le compte de la marque. Non mais je pense que c'est important. Non, alors Chantal me fait des grands signes disant qu'on devait arrêter vers 12h50. On va faire vite fait le tirage au sort et peut-être prendre une ou deux questions. Donc c'est quoi la question, Chantal? Alors la petite question de la session. Donc mettez-vous sur la plateforme rubrique questions. Vous commencez par taper votre nom de famille puisque je n'ai accès qu'à votre prénom et je vous pose la question. Quel est le nom du process à la Maïf mis en place lors des événements climatiques afin de mobiliser l'ensemble des services et collaborateurs? Je vous laisse répondre. C'est quoi l'indice que tu mettrais?
Pour ceux qui ne trouvent pas. Ça a été répété Déjà plusieurs fois. Tu es zélé. Oh là là, ah oui, très bien. Est-ce qu'on peut prendre une petite question? Alors, une petite question. Alors, on parle toujours de NPS. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à votre avis, une mesure qui arrive à mieux capter l'émotion client et sa fidélité? Donc ça, c'est Sarah. J'avais aussi une question pour la Maïf, ça c'est précis. Disant que le feedback est souvent vécu comme une critique, comment faites-vous pour que cela soit positif pour vos conseillers? Donc ça, c'est Sandra. Voilà, peut-être déjà. Alors là, comment on fait Ouais, ça c'est une bonne question. Déjà le feedback en lui-même, même le positif, entre collaborateurs, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas naturel pour beaucoup de dire à quelqu'un j'ai apprécié quand tu as fait ça, j'ai vu que tu avais fait ça dans mon dossier, j'ai apprécié, tu as animé une réunion, je t'ai trouvé très bien. Alors certains le font, mais ça reste quelquefois un peu pudique. Et donc, alors, pour passer le cap de je te fais un feedback qu'on va dire constructif, plutôt que négatif, là, la marche à franchir, elle est encore plus importante. Donc, on n'a pas de solution miracle, si ce n'est de pratiquer, c'est-à-dire que de l'encourager, de pratiquer. La posture managériale aussi, en exemplarité, ça va être important, de faire des feedbacks positifs et constructifs à ses collaborateurs et à encourager ses collaborateurs à en faire aussi. Notamment si le collaborateur vient le voir et dit ah tiens, pour info, j'ai Sophie qui a vraiment super bien traité mon dossier, là, elle a trouvé un fondement sur le recours que je faisais contre une compagnie d'assurance adverse, j'y aurais pas pensé, c'est vraiment top. Et on va lui dire tu lui as dit? Non, dis-lui, enfin je pense que ça va lui faire plaisir, surtout que elle est arrivée il y a pas longtemps, donc je pense que ça peut lui donner du baume au cœur. Et donc on va l'encourager comme ça, mais encore une fois, on a fait des formations au départ de tous nos collaborateurs sur le feedback, et avec le turnover, forcément, au bout de plusieurs années, les équipes se renouvellent, et il faudrait l'intégrer dans une formation initiale, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, on le fait vraiment par à-coup. Ouais, ça va. Alors, et pour répondre à votre question, c'est vrai que le NPS, c'est une question qui est comme simple, facile, c'est ça aussi qui est intéressant. Après, il y a certains de nos clients qui utilisent des indicateurs synthétiques. Par exemple, à l'époque, Laurent Trojani, chez Ikea, avait mis en place un espèce de CXI, où en fait, il intégrait à la fois la compétence, la qualité, l'adaptabilité de la réponse adoptée, et la courtoisie. Je crois qu'il y avait 3 questions en une seule qui permettaient d'avoir un indicateur synthétique. Donc voilà, ça permet comme ça de créer quelque chose qui est sur mesure, et nos outils permettent de le faire. Alors Chantal, une dernière question et puis après on laissera tout le monde déjeuner et bien sûr la gagnante ou le gagnant. Alors, dernière petite question, je pense que ça vaut aussi bien pour la marque que pour la Maïf. Une personne, Aurélie, qui nous dit « Je constate qu'il y a de plus en plus de tensions entre les collaborateurs et certains clients. Avez-vous des conseils pour gérer les incivilités, les clients très mécontents, voire de mauvaise foi ?» Donc ça vaut effectivement pour Sébastien, mais aussi je pense pour la marque qui dispense des formations. Et c'est vrai que ce qui nous revient assez régulièrement, nous, par nos clients, c'est aussi qu'ils ont, au niveau des centres d'appel et des conseillers, de plus en plus, aussi bien en physique qu'au bout du téléphone, à faire face à des clients de plus en plus agressifs, violents, revendicatifs, et qui ne supportent plus la frustration. Donc voilà, avez-vous des recettes par et d'autre? Je peux commencer à te laisser la parole après, mais on en parlait justement dans les coulisses tout à l'heure de l'incivilité, de l'évolution de l'incivilité ces dernières années. Alors pour une marque comme la Maïf, qui est première de podium de la relation client depuis plusieurs années, le niveau d'exigence est encore plus important et donc on a presque moins le droit à l'erreur. Donc on peut se dire que on peut avoir plus d'incivilité, quand bien même on essaye d'être irréprochable. On va avoir des incivilités et c'est un sujet qu'on traite actuellement parce qu'effectivement il y a une recrudescence des incivilités. On en parlait, l'incivilité qui est un petit peu mutée, c'est pas la même incivilité qu'il y a 10-15 ans pour moi, celle que je voyais à 10-15 ans, où on est sur une incivilité vraiment très, très lourde, très directe. Là, on a aussi de l'incivilité quelquefois un peu plus insidieuse, un peu plus pas cachée, mais quoi par exemple? Par exemple, vous me servez à rien. Ou vous connaissez pas votre métier. Ou après on peut toujours avoir quelquefois des observations ou racistes ou autres, j'en passe, malheureusement, qui sont évidemment le degré plus haut d'incivilité, mais on a des incivilités aussi qui, en se répétant,
eh bien, pour le moral des troupes, c'est pas bon. Et donc, on le traite et on travaille actuellement, effectivement, sur des formations un peu plus adaptées à notre époque, sur les incivilités. Alors, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est un peu obligatoire. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, mais j'aurais pas grand-chose à compléter. Après, c'est vrai que ce qu'on a pu constater, ou ce que nous remontent effectivement les adhérents, c'est notamment la mise en place de tout ce qui est dans des chatbots, des chats tout court. C'est vrai qu'on va être dans une relation qui sera de plus en plus lapidaire. Et c'est vrai qu'on le voit, même certaines fois, on a des clients qui vont passer d'un chatbot à un chat, mais du coup, on se rend compte qu'au début c'était rigolo, les gens disaient bonjour au chatbot, mais aujourd'hui vous êtes plus sur un chatbot, mais sur un chat, et il n'y a plus de bonjour. Et du coup, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de plus en plus lapidaire. On ne sait plus si on est avec un humain, on ne sait plus si on est avec une machine. Du coup, je pense que les standards bougent. C'était Laurent Garnier, dont je me souviens, qui nous avait dit il y a déjà de nombreuses années, autrefois une réclamation client, les personnes se racontaient par le menu parce qu'elles voulaient nous attendrir. Moi, je suis presque dans un humour un peu cynique, mais il y avait un peu de ça quand même. Et dans un faible pourcentage, je me disais, si vous pouvez me faire un petit geste, ça serait sympa. Aujourd'hui, on n'est plus dans le gros truc, on est dans le lapidaire, et c'est tout de suite dans je veux le geste, et sinon ça va barder. Et c'est vrai que voilà, les rapports sont complètement différents. Après, je pense que nos entreprises ont clairement leur responsabilité là-dedans. À force de vouloir promettre de faire bien, vite et pas cher, on sait que le triptyque il marche pas non plus. Donc il y a peut-être d'être moins dans la promesse et peut-être plus dans les faits. Et ça, c'est peut-être déjà quelque chose et qui permettrait peut-être notamment d'épargner ou du moins de moins exposer effectivement nos collaborateurs. Et après, les formations, je vais pas en faire l'article, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Également que nos collaborateurs aient pas l'impression de se sentir lâchés en race campagne, certaines fois avec des clients qui ressemblent plus à des lions que des chats. Voilà. Ok. Alors, donc, tu as désigné la gagnante et après, on va vous laisser prendre la pause déjeuner et on se retrouvera à 14h. Le nom de la gagnante, puisque c'est à nouveau une femme qui a gagné ce livre, c'est Aurélie Gillet. Donc voilà, le 4e livre. Vous aurez l'occasion d'en gagner de nouveau dès cet après-midi. Nous vous donnons rendez-vous à 14h. Merci à tous. Merci Sébastien. Merci Frédéric. Merci Marie-Louis comme d'habitude. Et donc rendez-vous à 14h pour un atelier où on va parler cette fois un petit peu d'IA. Donc rendez-vous à 14h. À bientôt.